Bonsoir Madame la députée. Peut-être pour introduire ce grand sujet et vaste sujet qui est la représentation des femmes dans les médias, j'aurais une première interrogation peut-être sur la mise en évidence, c'est ressorti dans votre rapport un certain nombre de fois, sur la mise en évidence du fait que ce problème en fait est peut-être aussi profond si la majorité d'hommes est présent sur les plateaux. Est-ce que c'est pas finalement aussi que ces postes sont difficilement accessibles pour les femmes? Nous, par exemple, à notre échelle, hein, pour l'association Place au débat, on a une véritable volonté de faire venir des femmes, autant de femmes que d'hommes. Mais c'est vrai qu'on se heurte souvent au fait de contacter une femme et d'être redirigé vers un homme parce que finalement, l'organisation nous propose le dirigeant ou la personne dans la hiérarchie qui est au-dessus d'elle. Donc, on se retrouve souvent avec des hommes parce que finalement, voilà, on se pose la question d'avoir ce choix à faire entre garder cette femme ou alors avoir l'homme qui, du coup, aura la hiérarchie et peut-être plus de réponses à nos questions. Et du coup, peut-être dans la continuité de ma question, est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue? On a parlé des quotas. J'ai lu aussi dans votre rapport que vous parlez des tests de Bechdel, de mettre en place donc des indicateurs, le fait de dire on va inviter deux femmes, il faudrait que leurs écrits n'ont pas de rapport avec les hommes, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est pas finalement encore un moyen de les réduire à leur genre, encore une fois, plutôt qu'à leur profession? Voilà. Merci Joséphine. Alors, pour le premier point, c'est très pertinent puisque ça nous a souvent été dit, hein, c'est-à-dire que ce dont vous témoignez sur le passage de balle d'une femme sollicitée à un homme, alors qu'elle le fasse elle-même ou qu'on lui dise non, on va envoyer ton chef, c'est souvent dit. Il y a deux explications. Il y a soit les femmes ne se sentent pas assez légitimes ou elles ont d'autres centres d'intérêt que de répondre parce qu'elles veulent travailler voilà, sur autre chose. Soit effectivement, c'est pour ça qu'il y a une vraie responsabilité des organisations à pouvoir diversifier ceux qui portent la parole. Souvent, effectivement, ce sont ceux qui sont en responsabilité qui sont envoyés. Or, peut-être que les qualités ne sont pas les mêmes et peut-être qu'il est intéressant aussi de montrer d'autres visages, de montrer d'autres discours sur cela. Donc, il faut encourager les institutions à varier leur appréciation de qui peut être la bonne porte-parole. La bonne porte-parole, ce n'est pas forcément la bosse. En fait, on peut aussi avoir des témoignages, des expertises qui peuvent être à un autre niveau hiérarchique, mais tout aussi légitimes. On a pu quand même effectivement toucher ça du doigt. C'est-à-dire que les médias nous disent mais de toute façon, à partir du moment où la distribution du pouvoir au sein de la sphère économique ou scientifique ou politique n'est pas égalitaire, nous, on ne peut pas rattraper ce qui est déjà l'objet d'inégalité. Et alors à cela, je dis oui, je reconnais, vous devez quand même donner une version fidèle à ce qu'est la réalité. Si aujourd'hui on considérait qu'on verrait aussi bien des hommes que des femmes à tenir des discours scientifiques et que dans la hiérarchie, il y a 90% d'hommes et 10% de femmes, on trouverait que ça viendrait distordre la réalité. Mais je pense que les médias n'ont pas non plus complètement véhiculé ce que sont les inégalités. Aujourd'hui, s'il y a une inégale distribution du pouvoir au sein de ces sphères, eh bien, peut-être que les médias peuvent montrer d'autres visages, justement. Et c'est presque une responsabilité des médias de faire émerger ainsi des talents qui ne sont pas encore assez reconnus dans leur sphère, mais qui mériteraient d'être entendus, qui ont quelque chose à porter, dont peut-être le contenu ne correspond pas au canon actuel des médias, mais qui, comme ça, pourrait permettre d'enrichir le discours. J'en profite justement pour vous faire part moi, c'est vraiment une des auditions où je me suis vraiment retrouvée surprise quand on parlait de l'égalité et de l'exigence d'égalité et de pouvoir donner la parole aux femmes. On me dit oui, mais en ce moment, c'est quand même la fiabilité de l'information qui est le plus important. Comme si c'était contradictoire. Alors que pour moi, la fiabilité de l'information, c'est quand même le recoupement des sources. Et si mes sources sont déjà recoupées de moitié parce que je donne la parole qu'à des hommes, je ne vois pas en quoi mon information va être fiable. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'était vraiment ça. On opposait la fiabilité de l'information avec l'égalité. Donc là, je trouve que c'est aussi
c'est aussi aux médias de pouvoir faire que toutes les exigences, elles doivent être là et que plus d'égalité, c'est sûrement plus de fiabilité également. Sur le deuxième point, alors rappelez-moi, parce que du coup, vous avez parlé du test de Bechdel et ça y est, j'ai oublié dans mes élucubrations, c'était… Oui, c'était sur le test de Bechdel, donc de revenir dans cette idée de voilà, le serpent qui se mord la queue, le fait de mettre des quotas, de dire à certaines femmes, ben, on accepte des femmes que si elles font telle recherche, telles études et que ça concerne tel sujet, est-ce qu'on les réduit pas encore une fois à leur genre plutôt qu'à leur statut, leur poste ou justement leur parole, ce qu'elles auraient à dire? Ouais. Dernièrement, on a eu complètement ce débat sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Moi, j'ai porté beaucoup d'amendements, et alors beaucoup ont été acceptés, c'est bien, sur la reconnaissance de la place des femmes et de pouvoir comme ça encourager à ce que plus de femmes se dirigent vers les études scientifiques, etc. etc. On m'a dit, mais en discutant avec certaines scientifiques, elles disent, mais c'est quand même terrible, on a un double effet pervers sur le fait des conseils d'administration, par exemple. Le fait que les conseils d'administration, au même titre que les grandes organisations, aient demandé à inclure plus de femmes, et bien beaucoup de femmes, les mêmes femmes, ont été sursollicitées. C'est-à-dire que comme on avait identifié une femme dans ce conseil d'administration, ah bah tiens, je vais lui proposer cet autre conseil d'administration parce qu'il va falloir que je remplisse ça. Et donc, en fait, on a eu des femmes qui se sont dit, mais c'est terrible, en fait, on est en train de me proposer ça que parce que je suis une femme, donc je me sens un peu délégitimée. Et surtout, ça avait un deuxième effet pervers, c'est que ces femmes étant sursollicitées pour faire partie du conseil d'administration, pour faire partie du panel, et bien du coup, elles avaient moins le temps de publier. Donc en fait, sur les critères de reconnaissance de la valeur scientifique de leur travail, elles en avaient encore moins. Donc en fait, il y a cet effet pervers sur lequel on doit, enfin ce double effet pervers qu'on doit combattre, qui est de dire non, vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes une femme. Enfin, vous êtes choisi parce que, en fait, tout au long de votre carrière, avant ici, vous avez rencontré des obstacles, en fait. La parité, c'est pas seulement se dire, bah, tiens, on va faire l'égalité parce que c'est une obligation morale, c'est aussi de se dire, ces quotas, c'est de récupérer tous les obstacles qui sont conscients ou inconscients qu'ont rencontré les femmes. C'est criant dans la carrière scientifique. Les carrières scientifiques, vous donnez les mêmes choses aux filles et aux garçons quand ils sont petits, ils s'amusent pareil. Ça commence avec les jouets. Les jouets, on va présenter à une petite fille moins de jeux de construction qu'aux petits garçons. Et donc, ça commence dès le plus jeune âge. Et donc, ça, c'est une barrière. C'est une barrière qu'on a mis comme ça. Sur l'orientation, quand vous êtes au collège, quand vous êtes au lycée, quand vous êtes à la fac, ouais, bon, tu comprends la physique, bon, t'as pas trop la bosse des maths, hein, t'es une fille, donc il y a encore il y a eu comme ça plein d'obstacles qui se sont imposés aux femmes. Donc, quand elles arrivent aujourd'hui à des postes de responsabilité, ben, il faut récupérer tous ces obstacles en proposant cette politique de quotas. Et moi, je l'ai vécu très clairement, et c'est ce qui m'a fait aussi évoluer. Au sein d'En Marche, on avait un appel à volontariat au tout début. Hein, on est en fin août, début septembre 2016. Et ceux qui voulaient donner du temps à la structuration du mouvement pouvaient candidater. Comme ça, c'était un mail qui était arrivé, auquel moi j'avais répondu tout de suite. On ne savait pas trop à quoi on allait servir, mais en tout cas, il fallait qu'on puisse montrer quelle était notre motivation, les compétences qu'on pouvait apporter, le temps qu'on pouvait dédier. Eh bien, là-dessus, il y a eu 10 000 réponses. Super, 10 000 réponses, c'était énorme. Uniquement 1000 femmes. Ah, sauf que parmi la centaine de référents que voulait Emmanuel Macron, il était bien visé d'avoir 50 femmes et 50 hommes. Quand vous avez un bassin de population qui est de 90% à 10%, ben c'est un peu plus compliqué. Et ça a été compliqué. Il y a eu des femmes qu'on a appelées et qui, on leur exposait le niveau de responsabilité qu'elles auraient. On dit « Ah non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, c'est trop de responsabilité pour moi. » Parfois, simplement parce que le temps à dédier est compliqué. D'autres parce qu'on se dit « Oula, je ne vais pas être capable. » Et puis d'autres comme moi qui sautent sur l'occasion. Mais ça a été très, très dur pour les équipes de pouvoir le faire. Et il y a eu une volonté qui a été rappelée à plusieurs reprises, c'est celle d'Emmanuel Macron. Il a dit, moi, je m'en fiche que vous ayez 10 000 candidatures et que la plupart soient des hommes, je veux 50 femmes, 50 hommes à la fin. Je veux que mon mouvement soit représenté de manière paritaire. Donc, c'est une histoire aussi de conviction. Il n'y aurait pas eu cette exigence,
j'aurais peut-être pas été référente. Il n'y aurait pas eu la loi parité en politique, je ne serais sans doute pas députée, j'en sais rien. En fait, aujourd'hui, on est dans l'hémicycle à 40 de femmes. Dans mon groupe politique, on est quasiment à 50. Il faut se dire que la législature précédente, vous étiez à 25 de femmes, même pas 25 de femmes. Et vous l'avez vu, j'imagine, quand Simone Veil fait son discours sur l'accès à l'IVG, sur le droit à l'IVG, nous n'avons que des hommes dans l'hémicycle, avec quelques femmes perdues comme ça. Et donc, on mesure complètement ce que ça a changé. Et je pense que moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on me dise, oui, mais bon, tu as ça parce que tu es une femme. Oui, et alors, bah, toi, tu as eu le droit à ça et ça parce que tu étais un homme. Donc, en fait, on récupère un peu, hop, on remet les pendules à l'heure.